Donc par Monsieur Pierre en 1986. Alors il faut remettre ça un petit peu dans son contexte historique, hein, c'est-à-dire que le triathlon est une discipline relativement jeune à cette époque. Le premier club de triathlon en France a été créé à Grenoble, c'est le club des 1000 pattes, c'était en 83. Donc 86, ça faisait que 3 ans que le triathlon était devenu une discipline où des clubs se créent en France. Donc ça veut dire quand même que Salon Triathlon, c'est pas un club, c'est un club jeune parce que la discipline est jeune, mais c'est un club qui a déjà une expérience certaine au niveau national. Donc il y a eu des grands changements depuis 1986 à aujourd'hui. Donc d'abord il y a eu une augmentation du nombre de licenciés et de la population. Donc ça a été, il y a eu c'était essentiellement tourné vers les masculins avec quelques féminines. Aujourd'hui, on a atteint 140 licenciés, 150 l'année dernière, 150 cette année. Donc on est un gros club au niveau de la Ligue, hein, on est les 4e. Et c'est un club qui a une vocation assez familiale. Alors qu'est-ce que ça veut dire familial? C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu les souhaits de chacun au sein du club. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tournés vers la compétition, il y a des gens qui sont plutôt tournés vers l'entraînement, il y en a qui sont plutôt pour faire des choses par équipe, sur du court, sur du long. Donc il y a une diversité très importante. Voilà, donc ça au niveau du club. Donc le club aujourd'hui est dirigé par un comité d'administration d'une douzaine de personnes, par des arbitres, par des gens qui s'occupent du site internet. Donc il y a une grosse équipe au niveau du club. Donc c'est un club qui fait preuve d'un réel dynamisme aujourd'hui. Donc une des missions d'un club, c'est de promouvoir le sport, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça c'est pour la présentation du club. Donc maintenant tu reprends la parole. Non, mais simplement, je la donne à Benoît et Nicolas pour leur... Ah mais d'accord, ça c'est la présentation. Non, il a d'autres choses à dire. Ça c'est la présentation du club. Tu m'as dit la présentation du club. Oui, parce que j'ai un thème quand même. Mon thème c'était pas juste moi et Salon Triathlon. Donc mon thème c'était que cherchons-nous dans la pratique du triathlon? Hein, tu m'as dit de chercher une question, donc je dois essayer de répondre à cette question-là avec votre aide. Il participe aussi. Ah oui, alors bien sûr. Hein. Est-ce que tu n'as pas bien expliqué peut-être le principe? Est-ce que les gens ont le droit de participer? Ah oui, bien sûr. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. Non. Non, ça va. Comme ça, l'argument d'avancée. Non, n'hésitez pas. Donc pour essayer de trouver la réponse à cette question-là, on va d'abord revenir justement à l'histoire du triathlon, comment a démarré cette discipline. Donc il faut Alors au niveau de l'histoire, on a commencé à avoir des disciplines enchaînées. On n'appelle pas ça le triathlon à l'époque. Donc les disciplines enchaînées, on en a commencé à en voir en France, donc à partir des années 1900 et quelques. Donc les premières épreuves qui ressemblent vraiment à du triathlon, ça a été La Rochelle, c'était en 1934. Personne ne me contredit. Très bien. Ou 36. C'était 34 ou 36. Voilà. Et donc c'était l'épreuve qui s'appelait l'épreuve des 3 sports. Hein, et donc qui consistait à faire dans le même ordre, donc c'est-à-dire la natation, de la course à pied et du vélo. Donc par contre, ça n'a pas connu un grand succès, c'était des épreuves conviviales, on va dire. Et donc c'est dans cette mode du jogging, du sport santé qu'a commencé à apparaître le triathlon, et le vrai triathlon est donc apparu aux USA. Donc aux USA, ça a commencé un premier triathlon à San Diego, c'était en 1973. Personne ne me contredit? Bon, à peu près. Et mais par contre, le vrai début du triathlon, ça a été le premier Ironman qui a été créé à Hawaï par John Collins. Donc ça, c'était en 1978. Donc là, je suis sûr de la date parce qu'elle est marquée derrière moi.
Donc, que cherchons-nous dans la pratique du triathlon? Qu'a cherché John Collins à cette époque-là? John Collins, c'était quelqu'un qui était un militaire, il était capitaine de vaisseau de l'US Navy, et il discutait avec ses collègues et essayait de déterminer qui était le meilleur sportif. Alors, est-ce que c'était le coureur à pied, est-ce que c'était le nageur, ou est-ce que c'était le cycliste? Donc, suite à ces débats-là, ils avaient convenu que c'était sûrement les cyclistes, parce que ils avaient un VO2 max qui était assez important. Donc il dit la meilleure façon de pouvoir voir qui est le meilleur d'entre nous, c'était de créer une épreuve. Et donc ça a été le début du triathlon. Et donc il a créé le projet Ironman. Donc comment il a créé ce projet-là? Il était à Hawaï, et sur Hawaï il y avait déjà 3 épreuves qui existaient. Donc il s'est contenté de prendre les 3 épreuves et de les rassembler ensemble. Alors les 3 épreuves, il y avait une épreuve de natation qui s'appelait le 2,4 miles Waikiki Rough Water Swim. Ensuite, alors j'ai fait la conversion, 26,219 miles, ça fait à peu près 42 km, c'est ça? Donc c'était le marathon d'Honolulu, et il y avait aussi le tour de l'île en bicyclette. Qui c'était 115 miles. Donc il a rassemblé ces 3 épreuves-là, et ils ont fait une épreuve qui a donc été le premier Ironman. Donc, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient une quinzaine. Ils ont été 12 à l'arrivée, et le premier qui était Gordon Haller, personne ne me contredit non plus. Il y en a qui passent le BF5 là? Ouais, c'est ça. C'est ça? Voilà. Je confirme. Il confirme. Il faut tester le BF5. Donc le BF5, c'est le brevet fédéral 5e degré, donc c'est l'initiation au triathlon qui permet de faire les entraînements, surtout pour les jeunes. Et donc dans cette formation-là, il y a aussi une partie de l'histoire du triathlon. Voilà, donc il a rassemblé ces 3 sports-là. Le premier, Gordon Haller, l'a fait en 11h40 minutes. Ça fait rêver, Nico. Hein, c'était facile de gagner à cette époque. Donc, le but du triathlon et des disciplines enchaînées. Alors le triathlon, on parle du triathlon, mais donc on fait partie de la fédération du triathlon et des disciplines enchaînées. C'est-à-dire qu'on n'a pas que du triathlon. Oui. J'avais juste une question avant que tu passes à la suite. Tu nous as pas dit quel était le gagnant, le nageur, le cycliste ou le coureur à pied? Eh bien ça, c'est une bonne question. La réponse qu'on m'a donnée une fois, justement, c'était qu'un bon triathlète, il n'était pas forcément excellent dans une des disciplines, mais c'était le meilleur dans les 3. Donc, voilà, c'est ça. Monsieur Pierre, vous avez des commentaires? Pour l'instant, non. Voilà, c'est pour technique. Donc alors le triathlon c'est quoi? C'est enchaîner plusieurs modes de progression dans un ordre prédéfini sans arrêt du chronomètre. Bon, voilà. Donc ça c'est la définition du sport et des disciplines enchaînées. Alors on va donner quelques chiffres pour expliquer, pour voir un petit peu comment a évolué le triathlon, et les chiffres sont assez intéressants. Donc d'abord c'est une pratique sportive qui est en progression, hein, c'est-à-dire qu'on a vu que c'était une discipline qui était assez récente. Et depuis le premier club qui date de 83 à Grenoble, donc c'est une discipline qui a une forte augmentation. L'évolution des licenciés, vous voyez, il y a plus 120% en 10 ans, plus 130% pour les féminines. Donc aujourd'hui, il y a 100 000 pratiquants, et aujourd'hui, c'est même 50 000 licenciés. Alors pourquoi une différence entre les pratiquants et les licenciés? Parce que les gens qui s'inscrivent aux épreuves ne sont pas forcément licenciés. Donc il y a plus de pratiquants que de licenciés. Alors, bon, l'âge moyen, on voit qu'il est entre 20 et 40 ans, ça c'est pas forcément très intéressant. 23% de licenciés sont des femmes. Alors nous, Salon Triathlon, on en a 35%. Ou alors on a un secret, on a des rabatteuses. Hein, c'est ça? Et donc du coup, elles nous font augmenter le nombre de féminines. Donc ça veut dire qu'on est quand même très bien placé au niveau national.
Alors, chose importante, c'est que 6 triathlètes ont participé au JO. Alors, ça me fait penser que dans l'histoire, la consécration de notre sport, c'est que la création, c'est que notre sport est représenté aux Jeux Olympiques depuis Sydney 2000. Nico, tu confirmes? Pardon? Ça c'est en France, Arnaud, tout ça, là, tu dis? Oui. Oui. Oui, c'est en France. À la ligne, on est Donc, alors, les chiffres sont intéressants parce qu'on voit que il y a beaucoup de féminines, il y a beaucoup de gens de tous âges. Donc ça veut dire que chacun, en fin de compte, ne va pas forcément avoir la même réponse à la question initialement posée. Que cherchons-nous dans le triathlon? Ça va dépendre de notre âge et ça va aussi dépendre... alors moi qui suis assez souvent à la journée des associations organisée par la ville, je vois beaucoup les demandes arriver, les gens qui s'intéressent au triathlon. Donc les demandes ne sont pas toujours les mêmes. Et la demande féminine et la demande masculine sont complètement opposées en général. C'est-à-dire que le masculin, lui, va plutôt venir me voir, dire voilà, moi avec un pote, dans 2 ans, on fait un brin. Bon, c'est assez fréquent. Voilà, c'est assez clair, c'est dit. Et bon, ils mettent la barre assez haute en général, hein, ils n'ont pas peur. Tandis que la féminine, elle dit, elle vient nous voir, moi, je cours un peu, je nage un peu, par contre, j'ai jamais fait de vélo, je sais pas trop, je m'inscris en loisir, on verra bien. Et puis petit à petit, ces gens-là vont vers la compétition. Mais c'est un process qui est beaucoup plus lent. Voilà. Alors, la pratique du triathlon, c'est aussi chercher quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est la pratique d'un sport, donc c'est pour garder la forme. Hein, parce qu'on ne veut pas ressembler à ce qu'il y a à gauche, on veut ressembler à ce qu'il y a à droite. Et donc, mais le triathlon a quand même une spécificité. Hein, donc, c'est rompre avec la monotonie. Alors pourquoi? Parce que dans le triathlon, on accueille des gens qui viennent souvent d'un autre sport. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent de sports collectifs au départ. Il y a des gens qui viennent de la natation. Alors, pourquoi rompre avec la monotonie? Alors, je vais prendre l'exemple de la natation. C'est qu'il y en a certains nageurs qui ont des fois un petit peu marre de voir des carreaux de piscine à longueur d'entraînement et qui ont envie de voir autre chose. Et donc, de faire des enchaînements de la natation avec le vélo et la course à pied. Décompresser, alors c'est pas pour tout le monde le cas. Hein. Il y en a tu décompresses. Alors ça permet. Alors Mireille est un exemple. Mireille elle décompresse beaucoup au triathlon. Elle a un métier très difficile et du coup quand elle s'entraîne, elle décompresse énormément. Voilà. Donc ça aide. Donc tu me contredis. Non. Et varier son environnement de pratique. Alors pourquoi? Parce que je vais reprendre l'exemple de la natation. Ça permet à un nageur qui a l'habitude de s'entraîner en piscine. Nous au triathlon, on fait surtout des milieux naturels. Donc ça va être en lac, ça va être en mer. La course à pied, c'est pareil. On va avoir des revêtements, ça va pas être que de la route, il peut y avoir du chemin. Et puis le vélo nous permet aussi d'aller dans des endroits éloignés, de prendre des petites routes. Donc ça permet d'avoir un environnement beaucoup plus vaste que les autres sports. Alors j'ai juste mis la liste pour les gens qui connaissent pas très bien les sports enchaînés. La fédération a quand même déterminé certains sports qui font partie de la fédération. Hein, donc dans le triathlon, donc c'est la discipline reine qui permet donc d'enchaîner la natation, le vélo et la course à pied. Alors après, il y a d'autres épreuves qui va être le cross triathlon, le duathlon, le cross triathlon et l'aquathlon. Bon, voilà, il y a différentes épreuves. Hein. Donc nous, on va s'attacher beaucoup plus au triathlon, qui permet de... en général, vous verrez qu'à part l'aquathlon, on enchaîne au moins 3 disciplines, au moins on fait 2 enchaînements. C'est-à-dire que même pour du duathlon, même s'il n'y a que 2 surfaces, la course à pied et le vélo, on va faire course à pied, vélo et course à pied. Alors, le triathlon, c'est pour ceux qui ne connaissent pas très bien, on va juste parler des principes assez rapidement. Tiens, je ne savais pas que ça faisait ça. Bon alors tout d'abord, il y a le départ. Alors le départ du triathlon, c'est la natation. La natation,
Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas on part pas de sa ligne d'eau en piscine. Donc il y a différents types de départs. Ça va être soit des départs plongés, soit des départs dans l'eau, comme vous voyez sur la photo, ou soit des départs sur le rivage, et donc on court dans l'eau. Bon, départ plongé, moi j'en ai jamais fait. Mais bon, oui, c'est. Alors après, il y a la partie natation. Donc il y a une partie qui est redoutée par les nageurs moyens comme moi, parce qu'on se retrouve avec beaucoup de monde autour de nous. On n'est pas tranquille à nager, à placer sa nage comme on veut. Donc c'est une partie qui n'est pas très facile et qui est déroutante aussi pour les nageurs. Hein, parce que vous voyez là sur la photo, il y a beaucoup de monde. On ne voit pas très bien ce qui se passe. Hein. Donc la sortie de l'eau, elle se passe comment? Alors soit la sortie de l'eau, il y a une sortie dite à l'australienne. Donc ça veut dire qu'on va faire 2 parcours, on sort et on va dans l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle la sortie à l'australienne. Ensuite, il y a la fin de la natation, il y a donc la transition. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'arrêt du chronomètre. Donc la transition fait partie de l'épreuve. Donc on ne prend pas son temps. Hein. On ne se recoiffe pas, on ne fait pas de brushing, rien du tout. On ne prend pas la douche en sortie d'eau. Donc vous voyez là, on voit donc une aire de transition. Donc les vélos sont là, à attendre les concurrents qui sont en train de nager. Donc les concurrents ont en général une trifonction, on reprend la trifonction, mettre le casque. Donc dans l'heure de transition, on est toujours à pied, on pousse le vélo, mais on ne monte pas sur le vélo, donc on est toujours à pied. Et donc on va sortir du parc à vélo en poussant le vélo, et donc on va attaquer la partie cyclisme. Donc la partie vélo, bon, là il y a surtout une grosse différence par rapport à certaines autres épreuves de vélo, c'est qu'il peut y avoir de l'abri autorisé ou pas. Donc ça dépend surtout du fait que les routes soient fermées ou non fermées. Quand les routes ne sont pas fermées à la circulation, l'abri n'est pas autorisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit de rouler en peloton. Donc après le vélo, il y a donc une deuxième transition. Donc cette fois, on passe du vélo à la course à pied. Donc il faut se dépêcher là aussi. Alors contrairement à ce que montre la photo, Mireille, il ne faut pas faire ses lacets. Normalement, il faut trouver des méthodes plus rapides, parce que c'est un petit peu trop long. Donc on a des lacets spécifiques avec des élastiques de façon à chausser très rapidement la chaussure. Et donc au final, il y a la course à pied avec le finish. Donc Nicolas, c'est toi qui es en finish. Ouais. Parce que moi, ça m'arrive pas souvent quand je finis une course, je peux pas faire ça. Je sais pas, les gens s'en fichent. Ouais. Voilà. Donc j'ai essayé de présenter un petit peu l'histoire en essayant de répondre à cette question-là, pourquoi on était amené à vouloir faire du triathlon, et puis en rappelant les principes de base pour nous guider un petit peu peut-être dans ce qui va suivre et mieux comprendre ce qu'on va parler après plus spécifiquement du vélo ou de la nutrition. Voilà. Mireille, tu m'as contredit qu'une seule fois, donc je te remercie. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais pour la forme physique et puis l'aspect décompressif, c'est vrai que bon, le titre on n'a pas parlé du titre de la conférence, mais c'est plaisir, rigueur, hygiène de vie, et la forme physique c'est aussi dans l'hygiène de vie. Et c'est vrai que dans les dernières études, l'activité physique est reconnue comme un antidépresseur et presque prescrit par les médecins traitants comme une molécule. Il vaut mieux l'activité physique qu'une molécule chimique. Donc il faut mieux faire du sport qu'aller consulter, c'est ça que tu veux dire? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Alors maintenant, nous passons sur la partie vélo. Nicolas et Benoît. Voilà. Sur la spécificité du vélo. Bonsoir à tous. Donc avant de vous parler des positions et du matériel adopté selon les profils de parcours, donc on va vous parler du vélo. Donc le vélo, tout le monde sait en faire, mais une multitude d'éléments rentrent en ligne de compte si l'on veut vraiment progresser et se faire plaisir. Des règles à adopter concernant la position et le matériel à utiliser. Alors tout d'abord, un bon vélo, c'est quoi, d'après vous? Je vous écoute. Vélo blanc. Voilà. Alors, un cadre. Donc un bon cadre, c'est ça? Un bon cadre adapté à la personne. Et ouais, c'est mieux.
Qu'est-ce qu'on entend par adapté à la personne? Vous entendez quoi par adapté à la personne? La bonne taille par rapport à la personne. Comment on fait pour savoir la taille du vélo qu'il nous faut? Il y a quoi qui rentre en ligne de compte dans un vélo? Il y a sa hauteur, vous êtes d'accord? Il y a la hauteur pour nos jambes. Mais on oublie souvent qu'il y a le buste aussi. Les cartes de les bras. Donc les gens souvent calculent, disent moi il me faut un 54, mais ils ne pensent jamais à la longueur. Donc, vous voyez les vélos, ils sont bien posés sur le vélo, mais vous les voyez, ils sont soit allongés, soit debout. C'est pour ça qu'il y a une Donc il y a beaucoup de gens qui vous disent bah, j'ai mal au cou au bout d'une heure, au bout d'une heure et demie, alors qu'ils sont bien posés. Voilà, donc il y a ces deux calculs. Donc, bon, il faut également des bonnes roues, c'est primordial. Car plus elles sont rigides et surtout avec de bons roulements, elles permettent le déplacement à moindre effort. Dans les roues, Donc, vous avez les roues, on va dire, des roues. plus ou moins classiques, comme celle-ci. Hein, c'est plutôt roues d'entraînement, de routier. Après, vous avez des roues rayons avec des profilés. Alors, les profilés peuvent être on va dire de 20 jusqu'à 80, comme celle-ci. Ouais, là, c'est des jambes de 80. Donc, en fait, les roues changent selon ce qu'on veut faire, la course qu'on veut pratiquer. Ça, c'est des grandes roues de 80, c'est les plus grandes qu'on ait. Hein. Ensuite, également, il faut des jambes, des bonnes jambes. Bon, ça suffit pas, et un entraînement adapté, évidemment. Je reviens sur les roues, donc on n'avait pas tout, on n'a pas pu tout amener. Alors il y a ça, après vous avez les roues pleines, ce qu'on appelle les roues, alors tout est plein. Ouais, je pense que Nico Fernandez en a des roues, Ouais, voilà, pleines. hein, donc les roues pleines c'est vraiment pour le contre-la-montre. Et après vous avez les roues, ce qu'on appelle les roues à bâton, c'est-à-dire que c'est la même chose, c'est toujours en carbone, et après c'est 3 ou 4 bâtons. Voilà. Après, on vous expliquera un peu la spécificité de chaque... Donc ensuite, il faut aussi quand même, à l'équipement hors cadre, privilégier la qualité au poids, c'est-à-dire les éléments en mouvement comprenant le boîtier de pédalier, la chaîne, la cassette et les roulements cités précédemment. Après, la légèreté apporte un gain relatif, quoi. On dit qu'il valait mieux privilégier une qualité de roulement pour éviter vraiment les frottements et surtout l'entretien, on parlera de l'entretien aussi, plutôt que vouloir gagner quelques grammes et que le matériel ne soit pas forcément très... Ouais, donc on y vient. Un bon vélo, c'est surtout des bons réglages et un bon entretien. Donc tout à l'heure on en parlait, la bonne taille du cadre par rapport à sa taille, une prise entre jambes, la longueur du buste, le réglage de la selle, l'angle et l'avancée ou le recul pour éviter toute blessure d'entrejambe et de tendinite ou bursite associée, ainsi que sa hauteur. La taille de la potence et du guidon, largeur d'épaule égale largeur du guidon, même priorité, pour éviter toute blessure au niveau tendineux. Ce qu'on disait. Alors la potence, pour la plupart vous connaissez, hein, mais voilà celle-ci, vous pouvez jouer sur la taille de potence. Et ce matin on en parle encore à l'entraînement chez les jeunes. Il y en a qui ont le guidon soit comme ça, ou alors qui ont le guidon resserré. Donc il y en a peu qui savent que la largeur d'épaule à l'axe doit être la largeur du guidon. Souvent il y a des blessures un petit peu, des petites tendinites, il y a ça. Donc également le réglage des pédales, donc à la chaussure grâce aux cales qui sont en général en bon état, parce que sinon il y a toujours des petits soucis. La cale qui nous fixe avant c'était des lanières. Hein. Voilà, on avait des lanières, puis a évolué dans les années 80, fin des années 80, on a créé les cales. Donc maintenant on est bloqué sur le pied. Donc il y a différentes cales, il y a 3 gammes de cales, hein. Vous avez une cale qui peut vous donner un peu d'angulation et des cales qui sont assez rigides. Donc il y a 3. Afin de pouvoir pédaler rond et d'exercer le maximum de puissance développée par le membre inférieur sur la pédale. Le réglage de la cale, en fait, quand vous avez votre chaussure, vous avez le gros orteil qui se retrouve à peu près ici, et l'axe du gros orteil, donc ici, doit se retrouver dans l'axe de votre pédale quand c'est en position horizontale, comme ça. Vous avez tout qui est aligné. C'est ça, hein? Voilà, quand vous posez votre chaussure, hein, et que vous mettez votre pied dedans, le gros orteil, donc ce que je vous ai montré, là, le métatarse, doit être dans l'axe de la position là. Il y a une petite photo là, mais c'est pas très révélateur. Mais bon. En mettant ça, en fait, on s'est aperçu qu'on avait le meilleur
le meilleur développement de puissance à la poussée. Donc en résumé, il faut se sentir bien et être bien posé sur son vélo pour être efficace, hein. Tout simplement. Question. Donc ça veut dire que le réglage du vélo dépend de la personne et pas de l'épreuve. Pour l'instant. Ou est-ce que suivant une épreuve, suivant le type d'épreuve qu'on a, le réglage peut changer? Alors ça on verra. Parce que Ouais. après, Bon. c'est pour ça qu'il y a deux vélos là. Vous en avez un. C'est pour ça qu'on va y venir tout à l'heure. On va y venir après. Ouais. Non, mais je parle pas de deux vélos différents, mais sur un vélo. Est-ce que pour un vélo, il y a un seul réglage qui correspond au moi? Ou est-ce qu'on peut être amené à changer le réglage de ce vélo? Ah, tu peux très bien avoir ce vélo-là pour faire telle course et ce vélo-là pour faire une course. Non, mais moi j'ai un seul vélo. Si tu as un seul vélo, Si t'as un seul vélo, j'ai pas de souci. Si les deux ce type-là, tu as un seul réglage pour ce type-là. Donc, un vélo, c'est un réglage. Non, Et mais c'est pas, on peut changer des roues pour faire une Il y a autre une épreuve. position sur le vélo, il y a une seule position. Non, sur ce vélo-là, il y aura une position. Sur ce vélo-là, il y aura une position. adaptée à Non. l'épreuve. Il y a une position là. Sur le vélo. Si c'est un vélo de routier, on va dire que ça c'est un vélo de routier. Hein. On peut faire des courses de vélo, c'est un routier, c'est pas vraiment un vélo de triathlon. C'est ça. C'est un vélo quand on la monte. Le triathlon. C'est un vélo routier. Après, il est adapté au triathlon parce qu'on y a mis un guidon de triathlon dessus et les roues. Et encore, il y a pas mal de routiers maintenant qui peuvent rouler aussi avec ça. On y a rajouté que ça. Mais c'est un vélo de course de vélo. Hein, il n'a pas le même guidon aéro. Voilà. Vous enlevez le guidon, vous faites des courses de vélo. Voilà. Là, vous ne pouvez pas faire de course de vélo. On vous interdit de prendre le départ à une course de vélo avec celui-là. Sauf en contrôle. Ensuite, bon, je voulais vous parler, un bon vélo, c'est aussi des pneus bien gonflés et une qualité de pneus aussi irréprochable, c'est-à-dire qui ne sont pas entaillés. Enfin, Trop usé. ouais, C'est comme le frottement au sol. Donc soit ça vous fait perdre ou ça vous fait gagner. Alors les pneus en général, je sais pas, nous on pensait, on est sur du 8 bars pour les pneus. Il y en a, je pense certains c'est peut-être un petit peu plus, pas beaucoup plus. Ça descend, c'est fini. Ouais, c'est fini. Hein. C'est fini. Et après sur les boyaux, moi j'ai mis entre 8 et 10 bars. Non, c'est fini aussi. Ouais, on est à 8 quoi. C'est pas la peine de gonfler plus fort. Ouais, ça va. Je savais pas qu'il y avait une mode pour. Donc, Je pense qu'il y a des études qui sont faites et selon le. ouais, ça a un intérêt quand même pour la performance. Évidemment. Non. Ouais, le gonflage, non, pas spécialement. Non, ça. En termes de sécurité, et en termes de sécurité. Plus vous allez se gonfler, plus vous avez des risques. D'accord. Ouais. C'est-à-dire beaucoup moins d'adhérence. Moins d'adhérence. Sur les routes un peu bosselées. D'accord. C'était une mode. Tout le monde s'est dit à un moment on va mettre 10 bars, plus on va être. Jean-Claude, il faudrait que tu parles plus fort avec le micro. Oui, non, mais plus on va être gonflé, plus on va aller vite, et c'est complètement faux. D'accord. On se rend compte qu'on perd le contact avec la route. D'accord. Il y a du rebond en fait. Le pneu n'est plus en contact. Donc il y a une perte de contact, donc une perte d'efficacité. Il y a surtout que le vélo n'est plus confortable. D'accord. Il n'y a plus du tout de confort. On a des roues carbone, des vélos carbone, selle carbone, il n'y a plus du tout de confort. Surtout le triathlète, celui qui recherche, c'est avant tout du confort pour pouvoir faire la course à pied. Donc on a tendance à dégonfler. Quand on dit 8, c'est le maximum. C'est grand maximum, c'est déjà très dur. On a plutôt tendance à mettre 7,5. C'est un bon compromis parce qu'on a du confort, de la sécurité et c'est pas ça qui va changer. Ouais, parce que Bruno a tendance à bien les gonfler ses pneus. Je vois qu'il a plus de 8 bars. Plus de 8 bars. Après ça dépend du poids du bonhomme. Après c'est des tests très faciles à faire. Ouais, bien sûr. Bon, on va enchaîner. Donc la performance à vélo en triathlon découle d'une technique adaptée selon les parcours. Alors les règles importantes de physique qui déterminent les performances à vélo. Je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez? Le triathlète, lorsqu'il se déplace avec son vélo, est influencé par quoi? Le vent. Ouais, la résistance de l'air, son poids éventuellement, l'adhérence au sol. Le frottement lié au déplacement sur le sol. Donc bon bah là après bah, il y a le cadre guidon, casque, combinaison, chaussures, roue aérodynamique, le frottement mécanique. Donc chaîne graissée, Alors, roulement pédalier.
parle maintenant de ça. Donc là, en fait, on disait tout à l'heure, vous avez un vélo plus ou moins routier, vous avez un casque, qui est un casque de cycliste classique, on va dire, hein, avec aéré, tout ça. Donc, on va dire que c'est sur des triathlons classiques, où on va mettre tout ça, voire du longue distance, hein, où on va utiliser ce type de vélo. Et après, vous avez l'autre qu'on a amené, contre la montre. Alors là, on est plus sur des triathlons en soi, drafting non autorisé, des parcours assez plats. Vous avez un casque qui n'est pas du tout aéré. Donc là, ça va être des casques qu'on ne va pas forcément mettre sur du longue distance, parce qu'on n'a pas du tout de respiration au niveau de la tête. Et très très profilé, où là, on va vraiment rechercher la rapidité, la pénétration dans l'air qu'on disait tout à l'heure. Donc également aussi une bonne force de pédalage par rapport à ce qu'on disait avant. La règle importante de physique qui détermine les performances à vélo. Conditions physiques et pédalage perpendiculaire, donc axe rotule, axe gros orteil, axe de pédale aligné lorsque le pédalier est parallèle au sol. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Donc vous avez le gros orteil. Quand on est en position comme ça sur le vélo, on doit avoir le gros orteil dans l'axe de la pédale et notre, à peu près, hein, ce qu'on dit en règle générale, la rotule dans l'axe aussi. Hein, pour qu'il y ait vraiment une poussée et qu'on n'ait pas forcément de blessure. Donc on n'est pas comme ça, sauf le triathlète, on va en parler après, qui va peut-être être en position plus. Mais sur une position classique en cyclisme, c'est cette position-là. Hein, les cyclistes, la plupart des cyclistes sur le tour, c'est la position qu'ils adoptent. Je dis la position adoptée par le cycliste classique, hein, Tour de France par exemple. Ça va être le gros orteil, hein, d'accord, qui est axé par rapport à la pédale, hein, avec votre réglage local et votre chaussure dans l'axe de la pédale, et l'axe, quand vous êtes à l'horizontale comme ça, est dans l'axe de la rotule. On n'est pas comme ça et on n'est pas comme ça. Sauf le triathlète où il aura une avancée de selle où il va être un peu sur du contre-la-montre. On a une avancée de selle qui est un peu plus élevée. On va avoir tendance, quand on est sur le guidon de triathlon en position très aéro, à pousser un peu plus comme ça, à être un peu plus en avant. Alors ensuite, l'importance de la technique, améliorer sa technique, donc un pédalage de jambes, permet de gagner du temps sans effort supplémentaire. Précisons qu'un vélo adapté à la course peut éviter aussi les chutes, notamment sur les courses de vélo, et bon, ça se travaille aussi à l'entraînement, en groupe et individuel. L'importance de la position sur le vélo, elle doit être adaptée aux conditions physiques de la personne et au parcours rencontré. On a aussi l'importance du pédalage, donc pédaler rond entre 80 et 90 tours minute. Dans le pédalé rond, il existe en vélo sur le tour, je ne sais pas s'ils utilisent forcément, il y a les plateaux ovoïdes. Donc je crois que Nicolas en a un sur son vélo, tu en utilises. Donc pour ma part, je pense qu'il faut avoir quand même une certaine performance pour l'utiliser. Le plateau ovoïde, quand vous pédalez, la phase haute, quand on a le pied en haut, vous avez une phase à peu près en haut et en bas où où en fait on n'a pas de force, on n'utilise pas de force. Hein, donc on perd ces deux endroits. Donc on force à la descente et on force à la remontée. Et le plateau ovoïde nous permet en fait d'avoir de la force tout le temps. Ça veut dire qu'on est tout le temps en prise, tout le temps en force. Donc je pense quand même qu'il faut pas, c'est pas le débutant qui peut utiliser un plateau ovoïde. Hein, même nous, je ne sais pas si on aurait forcément un gain ou on aurait une fatigue supplémentaire. Oui, pour après par exemple enchaîner, courir arrière. Des professionnels, oui, nous, je ne suis pas sûr. Mais il y a ces plateaux qui existent qui en fait permettent de ne plus avoir cette perte. C'est un plateau ovale, hein, au lieu d'être rond, comme ils sont là, ils sont un peu... Je pense que c'est quand même bien, hein. Même pour des pratiquants de haut pas international, c'est important. Les gars, et ceux qu'on utilise, par exemple Nicolas, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu es passé de l'un à l'autre? Je vais revenir au rond, donc après, on va dire que c'est un peu des effets de mode aussi. J'ai roulé un peu avec toutes les différentes marques de plateaux ovales qui existent et on est vraiment dans de la recherche optimale et ça se joue à quelques pourcentages qui sont vraiment infimes et je pense qu'il y a autre chose à gagner avant de ressentir vraiment un gain sur le plateau ovale. Après, c'est mon avis personnel, il y en a qui les ont et qui les enlèveront jamais.
Moi j'en ai essayé et je suis souvent revenu au rond, donc ma foi. Après c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi. Je pense que c'est vraiment... Après, je pense que c'est un ressenti aussi personnel. C'est vraiment un ressenti, après c'est un pédalage qui est très spécifique aussi. Voilà, c'est ça, spécial. Donc il faut que chacun s'adapte à ça. Il y en a qui sont très bien dessus. Moi j'avais pas plus des performances meilleures et un meilleur ressenti, une meilleure qualité de pédalage avec, c'est ça. Donc on va revenir au classique. Donc ensuite, comme je disais, qu'on soit assis ou en danseuse, la vitesse de pédalage dépend de chacun, du tempérament, et adopter le braquet à la vitesse de pédalage qui convient, et pas le contraire. Le geste de pédalage est donc un geste plus compliqué qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'appuyer sur les pédales, il faut faire en sorte d'exercer une force aussi constante que possible. Donc il existe du matériel adapté, comme les plateaux, comme on vient de dire, ovalisés, mais bon, à tester, mais les avis sont différents. Alors après, position et matériel adopté selon les profils de parcours. Donc matériel adopté en triathlon sur un parcours plat. Comme on en parlait tout à l'heure, le vélo de chrono de contre-la-montre avec un prolongateur, roue carbone, pleine ou à bâton, si pas trop de vent. Je sais pas ce que tu en penses, Nico, mais s'il y a du vent, les roues pleine et bâton. Donc après l'adaptation, ça peut être une roue pleine, ce qu'on dit là, hein, derrière, et par exemple une roue à bâton devant. Vient le vent. Ouais. Nico l'aime bien ça. Je crois que Nico aime bien ce vélo. Il aime bien ce vélo. C'est exactement le même. Voilà, donc après vous avez ce type là déjà qui est un intermédiaire, on va dire déjà une roue de 80 derrière et 40 devant, c'est déjà... Ces roues là, il faut déjà réussir à les emmener. Hein. C'est pas, tout le monde ne peut pas Donc après on braquait 53, 51, 12, 11. Et après le plateau. Les professionnels, 55, évidemment, c'est un petit peu plus. Et après il existe maintenant des plateaux compacts aussi. Donc après les petits braquets, 39-20, 39-21 sur les parcours plats. Voilà. Donc la différence avec l'autre, hein, pourquoi on vous dit d'utiliser celui-là, vous verrez. Et oui, donc on y vient. De différence de selle, le différentiel entre la selle et la position sur les bras. Alors là, vous êtes vraiment allongé, vous avez le dos droit, les bras qui tombent à 90 et vous êtes allongé sur le vélo. Donc sur des parcours accidentés, nous, le vélo de chrono contre la montre avec prolongateur, ça passe également. Hein. Si les bosses sont assez courtes, même un peu pentues, mais assez courtes, ça peut passer. Voilà. Si vous avez un col à monter... Après, oui, c'est différent. Voilà, on y... Nico, toi, tu l'utilises jusqu'à quel niveau de... Bon, en brun, je sais que tu l'utilises pas, tu prends un vélo classique. À définir quand même. C'est pas évident, mais nous, là, on y vient en parlant sur les parcours montagneux. Nous, le vélo de chrono, c'est plutôt à proscrire. Un parcours comme en brun, moi je vois pas l'intérêt d'avoir un vélo de chrono. À Nice, il y en a peut-être plus qui l'utilisent, à Embrun, beaucoup moins. Un vélo comme celui-ci, il passe très bien sur Embrun. Attends, Nico. À Nice, on a devant tout le monde a le vélo de chrono. Tout le monde a le vélo de chrono à Nice, pareil. Et pourtant, il y a des cols, il y a un col à monter, mais qui sont pas forcément très pentus. Ils sont plutôt roulants. Après, il faut faire le ratio entre les parties qui sont très roulantes ou avec ce genre de vélo on roule très vite, et les parties montantes où on perd du temps comparé à un vélo. Là, un vélo comme ça, un vélo classique, pour le même effort, vous gagnez entre 2 et 3 km/h. Pour la même dépense d'énergie, voilà, donc sur 180 km, vous vous rendez compte le temps que ça fait, quoi. Alors justement, le guidon de triathlète pour ou contre. Est-ce que c'est une question bête? Je reviens à ma question bête de tout à l'heure. Là, on dit là que le vélo... Bon, moi, j'ai un seul vélo, hein, je n'en ai pas 3 ou 4. Hein. Je pense que la plupart ici, c'est pareil. Donc, on a un seul vélo, mais là, je vois que la selle du chrono, là, elle est beaucoup plus haute. Je dis qu'on a le dos plat. Donc, ça veut pas dire qu'il faut monter la selle quand on est sur du plat. Non. On ne bouge pas la selle. Non. Donc, ça, c'est la position du vélo de l'athlète pour l'athlète. Elle est réglée pour l'athlète, hein, pour le contre-la-montre. Après, à l'entraînement, il peut très bien utiliser un autre vélo. On ne va pas s'entraîner avec un vélo comme ça. On ne roule pas tout le temps comme ça. Si on a les moyens de s'acheter ça en plus, on se l'achète, mais on n'a pas que celui-là. On ne peut pas rouler que sur un vélo comme ça.
je sais pas Nico, mais c'est pas possible. Même les pros, ils roulent pas que sur leur vélo de contre-la-montre. Pourtant, ils font un Hawaii 180 km dessus, mais ils s'entraînent sur des vélos classiques la plupart du temps. Et donc le guidon de triathlète, pour nous, il est très important parce qu'il fait gagner des secondes précieuses. Montagneux, t'en as parlé? Ouais. Alors attendez, en montagne, pourquoi on dit qu'il ne faut pas utiliser celui-là et utiliser celui-là en montagne? On va vous expliquer un petit peu. Quand on vous dit en montagne, la position quand on monte, on n'est pas sur l'avant, on a tendance plutôt à se caler sur la selle, à poser ses mains sur le guidon et à travailler vraiment un peu bloqué en puissance. Alors que sur la position contre la montre, on est plus sur l'avant et on force plus en position latérale. Donc monter sur un vélo comme ça, souvent on est obligé de monter en danseuse, parce que sur la position comme ça, on perd un peu en puissance, on est moins tenu au niveau des hanches. Voilà, donc ça c'est un vélo montagne. Ouais, vélo montagne, la position classique, montée la plus efficace en termes de développement de puissance, donc prendre la position la plus confortable possible quand tu montes, quoi. Changement de vitesse aussi. Hein. Et changement de vitesse. C'est compliqué contre la montre à changer les vitesses sur les prolongateurs, sur le dur. Après, puis bon, quand vous montez, vous avez tous remarqué qu'à un moment donné, on commence à avoir mal au dos. Des fois, on peut avoir un petit peu mal au dos, quoi. Donc sur une position comme celle-ci, à un moment donné, vous pouvez pas vous détendre. Donc sur un vélo comme ça, vous pouvez à un moment donné vous détendre, vous mettre un petit peu en danseuse pour vous soulager. Donc là, c'est moins évident de se soulager un peu le dos. Donc je voulais juste revenir sur les guidons triathlètes, donc gagner des secondes, ça nous fait gagner des secondes précieuses. Donc environ un gain de 2 km/h, comme on le disait tout à l'heure. Sur 40 km, c'est 3 minutes. Donc 2 km/h, 3 minutes. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas de guidon, pour ceux qui n'ont pas encore de guidon, je vous conseille d'en mettre un parce que. Alors après, sur un parcours comme Embrun, Nico, je ne sais pas ce que tu en penses. L'intérêt d'avoir un guidon ou pas. Alors s'il y a au moins un cinquième de plat, alors c'est possible peut-être de le prendre, mais bon, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Tout dépend de ce que vous attendez et de quelle performance que vous voulez avoir. Sur un parcours comme Embrun, c'est très long. Il y a peu de temps qui va être passé sur le guidon de prolongateur. C'est ce que je pense également, ouais. Donc après un petit prolongateur qui ne vous gêne pas pour les ascensions, ça peut se mettre. Alors petit prolongateur, et je vais rebondir. Voilà, c'est ça un petit prolongateur. Ouais, un petit prolongateur. Ça c'est un petit prolongateur. Celui-ci. Il dépasse pas les cocottes. C'est-à-dire que sur une course avec drafting, vous pouvez le garder. Parce qu'il ne dépasse pas les cocottes. S'il y a une chute, il ne risque pas de faire du mal. Celui-ci, vous pouvez le prendre s'il n'y a pas de drafting. Et c'est interdit s'il y a du drafting parce qu'il dépasse et s'il y a une chute, c'est catastrophique. Donc, comme on parlait montagne, on peut parler un peu de technique en descente. Donc, priorité à l'aérodynamisme car vitesse. Les virages penchés du côté où vous tournez, évidemment. Donc, c'est-à-dire si vous tournez à droite, vous penchez de quel côté? À droite, voilà, c'est ça. Freinage avant le début du virage, c'est mieux. Pour éviter les dérapages, assis plutôt en arrière de la selle. Et puis tout simplement s'améliorer en pratiquant, c'est-à-dire en essayant d'avoir une lecture anticipée du virage, virage droite, gauche, épingle serrée, virage ouvert. Mais tout ça, ça se travaille à l'entraînement. Voilà. Quand on dit une lecture, c'est-à-dire qu'à force d'en faire, on arrive en entrant dans le virage, savoir s'il va être complètement fermé, s'il va être un peu ouvert, même si on ne le connaît pas. Comme en voiture, c'est un peu le même principe en voiture. Vous arrivez, si vous voyez une épingle, bon, l'épingle se voit assez facilement. Par contre, si vous êtes une descente de col comme